Alors notre invité ce matin est Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche. Avec vous, Jean-Michel Apathy. Député de la Seine-et-Marne. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour Monsieur Apathy, Donc, bonjour Monsieur Toussaint. Vous avez été élu au mois de juin dernier. Vous faites partie de ces nouveaux députés dont on s'est un peu moqué à cause des couacs à l'Assemblée nationale en juin-juillet. On va évoquer tout ça avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Mais avant, nous allons vous mettre à contribution dans votre ancienne spécialité. Vous avez fait toute une carrière dans la police. Vous avez vous avez dirigé le RAID, cette unité d'élite de la police entre 2013 et le début de 2017. Vous avez notamment été associé à la lutte antiterroriste dans ces années clés, 2015 notamment, avec Charlie Hebdo, le Bataclan. Et ce que l'on voulait évoquer avec vous, c'est la colère et la frustration des policiers qui ont défilé samedi dans les rues de Paris. Pour certains d'entre eux, ils se plaignent de ne pas être assez aidés par leur ministère et le budget de l'État serait déficient pour leur matériel. On écoute un de ces manifestants dans les rues de Paris, c'était samedi. On a des véhicules qui ne fonctionnent pas des fois, on a des moyens radio qui de temps en temps se mettent en anomalie où on peut joindre personne. On court après des individus, on se retrouve tout seul sans moyens radio, ça peut nous mettre en danger. C'est marginal, c'est la règle dans la police. Comment vous ressentez ça, Jean-Michel Fauvergue? Alors, il faut bien savoir que je pense que les collègues qui ont, enfin les ex-collègues, pardonnez-moi, je suis toujours un peu... Vous êtes toujours un peu policier dans l'âme. D'accord. Qui ont parlé, sont essentiellement issus de la sécurité publique. La sécurité publique, c'est à peu près 60% des effectifs et des affaires. Voilà. Et sur les services spécialisés, l'effort a été fait, bien évidemment, à cause des attentats terroristes. Il a fallu aussi équiper les services spécialisés. Mais la police de tous les jours est sur aussi la police de la sécurité publique, sur la police de sécurité publique, il y a encore des progrès à faire. Le ministre en parlait hier. Il y a des commissariats qui sont effectivement, c'est une réalité. Moi, j'ai fait juste avant de partir du raid, j'ai fait une opération sur Montreuil et je suis revenu au commissariat de Montreuil où j'avais commencé en 1980. Je pense que c'était les mêmes peintures, quoi. D'accord. Enfin, c'est un peu désolant, un peu déprimant, en exagérant un peu. Oui, c'est désolant parce que il y a eu des choses qui ont été faites, bien évidemment. Il y a eu, surtout ces derniers temps, des plans qui ont modernisé la police et qui ont fait en sorte d'avoir du meilleur matériel. Mais c'est vrai qu'il reste encore des choses à faire dans ce domaine-là. Et le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, a dit qu'il allait que le budget serait en augmentation et qu'il y aurait effectivement... Mais vous les comprenez ou... Oui, bien sûr. Bien sûr que je les comprends. Alors, pas au point de les soutenir ou au point de les soutenir? Bah écoutez, moi les policiers, quand effectivement ils ont des revendications de ce type-là qui correspond à une réalité des choses, et bien évidemment je les soutiens. Maintenant, il y a des choses qui ont été faites, ça il faut le reconnaître. Hein, il y a des choses qui ont été faites. On va continuer là-dessus. Il faut continuer là-dessus. Il faut faire en sorte que policiers et gendarmes puissent travailler mieux et avec des meilleurs moyens. Mais aussi, le gros malaise de la police et de la gendarmerie, c'est une perte de sens. Et ça, c'est beaucoup plus important. Perte de sens, ça veut dire quoi? Une perte de sens, ça veut dire que le jeune policier, le jeune gendarme, le jeune policier municipal aussi, qui rentre dans la fonction pour servir le citoyen et pour lui procurer de la sécurité. Et à un certain moment, quand vous avez par exemple un officier de police judiciaire qui passe 6 heures derrière son ordinateur contre 1 heure sur le terrain, ça veut dire qu'à un certain moment, on n'y arrive plus. Il y a aussi il y a trop de procédures. La procédure est trop lourde, il faut s'y atteler aussi. Il faut transformer la procédure pénale. Là aussi, un dossier va être ouvert là-dessus. Et il faut aussi, à un certain moment, que les sanctions pénales des personnes qui sont mises en cause dans les procédures pénales soient efficaces et appliquées.
À partir du 25 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, Jean-Michel Fauvergue, l'Assemblée nationale débattra du projet de loi qu'a déjà présenté d'ailleurs, mais que représentera le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Il s'agit de transcrire dans la législation ordinaire plusieurs des dispositions de l'état d'urgence dans lequel nous vivons depuis les attentats terroristes de 2015. Ce projet de loi inquiète ceux qui veulent défendre les libertés publiques. Et Jean-Luc Mélenchon, au mois de juin, présentait ses critiques de la manière suivante. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse faire des assignations à résidence, que l'on puisse faire des perquisitions chez les gens sans qu'un juge les décide. Je ne suis pas d'accord. Donc je mets en garde. Ne reculons pas sur le caractère démocratique de notre société. Ce n'est pas vrai que la brutalité administrative rend plus efficace. Ce n'est pas vrai. Vous êtes devenu député, Jean-Michel Fauvergue. Vous êtes attentif à l'équilibre et au respect des libertés publiques. Ce projet de loi va trop loin? Alors, M. Mélenchon devrait mieux s'informer sur les projets de loi qu'il aura à discuter. Quand j'entends une perquisition sans assentiment du juge, dans le projet de loi que nous présentons, qui est présenté par le gouvernement, qui a été présenté devant le Sénat, et que nous avons étudié en commission et que nous allons étudier en séance. La perquisition administrative, qui s'appelle maintenant visite domiciliaire et saisie domiciliaire, se fait après autorisation d'un juge des libertés et des défenses. Donc quand on parle des choses, il vaut mieux se renseigner. Il va l'étudier mieux, mais par exemple, les motifs de fermeture des mosquées sont assez larges. C'est-à-dire la seule diffusion d'idées qui peuvent déplaire à l'État pourrait entraîner une fermeture de mosquées, ou bien la surveillance des individus est renforcée de manière abusive, disent ceux qui veulent défendre les libertés publiques. Le texte que vous avez étudié ne vous paraît poser aucun problème? Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que ces idées que l'on défend dans notre quant à soi et en petit comité, elles ne sont pas reprises par les Français. Ce qui nous importe et c'est absolument intéressant et absolument vital, c'est d'apporter aux Français une des premières libertés, c'est-à-dire la sûreté et la sécurité. La sûreté est une... La sécurité, ce n'est pas une liberté, hein. C'est la condition d'exercice des libertés, mais oui, c'est pas une liberté. La sûreté, en tout cas. La sûreté, elle est prévue à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme. Donc, il faut l'assurer. Et assurer la sûreté, c'est aussi prendre des mesures. Alors, les mesures qui sont prises, c'est pas toutes les mesures qui étaient dans l'état d'urgence. Il y en a juste 4, et ces mesures-là sont aussi encadrées, et elles sont encadrées par le juge administratif. Et moi, je suis assez choqué quand on me dit c'est liberticide. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas le pouvoir du juge administratif pour réglementer aussi et pour surveiller nos libertés. Vous restez avec nous, bien sûr, Jean-Michel Fauvergue. Tout de suite, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. 3 000 € pour changer de chaudière, 200 € par an pour payer les factures d'électricité ou encore 2 500 € pour remplacer sa vieille voiture par une électrique. Nicolas Hulot dévoile ce matin dans le journal Libération 4 mesures budgétaires de son plan climat et notamment à destination des foyers les plus modestes. Ils vont avoir la journée pour se mettre à l'abri chez eux ou dans des abris. Les Guadeloupéens sont dans l'attente de Maria, ouragan de catégorie 1. Pour l'instant, il pourrait augmenter d'intensité. Il doit toucher l'île, en tout cas dans la soirée. La préfecture redoute des inondations, des glissements de terrain aussi, notamment dans le sud. Tous les vols sont annulés et le pont aérien vers Saint-Martin est suspendu. Comparer la couverture réseau de chaque opérateur à 50 mètres près partout en France, eh bien c'est désormais possible grâce à une carte inédite interactive mise en ligne ce matin par l'ARCEP. Objectif de l'autorité des télécoms, créer un choc de transparence pour obliger les opérateurs à investir plus dans la qualité du réseau. Et puis 6 victoires en 6 matchs, le PSG s'est fait peur hier soir contre Lyon mais a fini par l'emporter sur un gros coup de chance. 2-0, 2 buts marqués par les Lyonnais contre leur camp. France Info. Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche, est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. Donc le groupe des députés La République En Marche, plus de 300 personnes, 313 si j'ai bien compté, mais enfin je ne suis pas sûr de mon comptage, vont se réunir aujourd'hui et demain en région parisienne pour éviter la répétition des couacs constatés en juin et juillet. Charitablement, votre collègue socialiste Delphine Batho se moque de vous, on l'écoute.
Le problème qui est posé n'est pas de pointer du doigt des jeunes collègues, c'est-à-dire des nouveaux députés qui n'ont pas nécessairement l'expérience, une longue expérience des débats parlementaires. Ils sont où les chefs quand il y a des problèmes dans les discussions à l'Assemblée nationale? Président du groupe majoritaire, pas là. Président de l'Assemblée nationale, pas là. Ministre des Relations avec le Parlement, pas là. Ça doit vous parler, ça? Les chefs vous ont fait défaut en juin-juillet? Non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça n'a pas bien marché quand même. Non, mais Delphine Batho parle d'un domaine qu'elle connaît bien, puisqu'elle pratique l'Assemblée nationale depuis beaucoup de temps. Donc 2007. C'est effectivement elle a été élue en 2007. Pas une jeune députée. C'est pas une vieille députée non plus. Elle est non, assez jeune. Non, je ne lui ferai pas l'insulte de dire ça. Mais bon, je ne vois pas de quoi elle parle. Ça a bien marché en juin-juillet. Il y a eu des couacs en commission, il y a eu des couacs en séance. On a noté que votre président de groupe... Je vais vous parler en tant qu'ancien flic et en tant qu'ancien chef d'unité d'élite en particulier. Sans langue de bois. Hein, sans langue de bois. Ce qui est essentiel, c'est le résultat. Alors, quand vous avez une opération très pointue à faire, vous prévoyez un plan pour faire cette opération et ça se déroule en général pas toujours comme on l'a prévu. C'est trop facile. Oui. Mais quand on arrive au résultat quand même qu'on a prévu, ça veut dire qu'on remporte la victoire. Donc les lois sont adoptées, les lois sont adoptées, c'est le principal, c'est ce que vous voulez dire? C'est essentiel. On a un programme, il faut qu'on suive ce programme et c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, s'il y a un séminaire aujourd'hui et demain, c'est qu'il y a bien un souci. Sinon, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de séminaire. D'accord. À ce titre-là, par le passé, chaque année, les autres partis ont eu des soucis, puisque chaque année faisait un séminaire aussi. Hein. Bon. Oui, on appelait ça des rentrées parlementaires. Ouais. Alors, vous, la rentrée parlementaire a l'air plus encadrée, parce qu'on a compris qu'il y aurait des jeux de rôle, les team building, c'est-à-dire on va essayer d'avoir un esprit d'équipe, sous-entendu, on ne l'a pas beaucoup, donc il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein. Je sais pas où, l'esprit d'équipe, il y est. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, vous entendez mieux que les joueurs du Paris Saint-Germain, par exemple. Vous avez voté, Jean-Michel Fauvergue, vous avez fait votre carrière dans la police. Vous avez voté au mois de juin la loi d'habilitation réformant le Code du travail. Ouais. C'est loin de votre domaine de compétences. Oui. Comment vous êtes informé? Vous avez travaillé? Oui, oui. Vous avez laissé voter vos copains? Non, j'ai voté aussi, j'ai participé, je me suis renseigné, j'ai informé, mais vous savez que c'était quelque chose qui était prévu dans le programme, hein, donc j'ai eu le temps de travailler là-dessus. Le programme était un peu vague, oui, sur les dispositions, le programme lui-même était un peu vague sur les dispositions à changer. Un programme, c'est fait pour donner les grandes orientations. Voilà, c'est ça. Donc après, on rentre dans le détail, ça c'est le rôle du gouvernement et le rôle ensuite des parlementaires qui vont voter. Après cette réforme, c'est un sondage, c'est un outil contestable le sondage, mais enfin il est intéressant aussi, un sondage via Voice publié dans Libération ce matin. Après la réforme du Code du travail, 60% des Français redoutent une précarisation de leur situation dans les entreprises. Parce que les salariés ont l'impression que la réforme, elle penche plutôt du côté de l'employeur que de l'employé. Si cette réforme a été faite, c'est qu'elle était nécessaire parce que justement, il y avait la précarisation. Donc, le but, c'est de lutter contre ça. On est un peu dans ce que certains appelaient la France des statuts. On défend, alors les statuts au sens du mot d'ailleurs, le statut, c'est-à-dire on défend celui qui est intégré dans la société, qui a son boulot, voilà, mais on est peu avenant par rapport à celui qui doit rentrer dans la société active et en particulier le jeune. Ça, c'est le statut. Et la statut aussi, c'est-à-dire c'est quelque chose de figé, quelquefois beau, quelquefois moins beau, en tout cas quelque chose de figé dans le temps. Donc, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut faire évoluer les choses. Oui, mais je ne sais pas, oui, enfin, là pour l'instant... Ça ne parle pas. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne voit pas bien quelle disposition du Code du travail permet aux jeunes de mieux rentrer sur le marché du travail. Ça, c'est plutôt un problème de formation professionnelle que le Code du travail. La formation professionnelle, on va s'y atteler aussi. C'est aussi prévu. Après, oui, c'est ça, oui. Oui, mais c'est un ensemble aussi. Hein. On ne peut pas tout faire en même temps, M. Apathy. Vous le disiez, les Français, vous le disiez à propos de la sécurité, à propos de la loi antiterroriste, ils attendent de la sécurité. Et là, le sondage semble manifester une certaine insatisfaction, peut-être, de ceux qui ont voté pour vous. D'ailleurs, ça ne vous alerte pas plus que ça? Nous, on va prendre les mesures, on est en train de prendre les mesures en termes de sécurité. Je reviens sur la sécurité. Les mesures qui vont nous servir à mieux combattre, en particulier le terrorisme. Pour l'instant, on est sur le terrorisme. Non, je vous parlais du Code du travail. Les gens n'ont pas l'air d'être très convaincus par la réforme du Code du travail.
Écoutez, attendons. Je pense que ensuite on jugera au résultat. Qui s'oppose à la réforme du Code du travail? Des fainéants, a dit le président de la République. C'est qui les fainéants? Tout le monde s'en a expliqué là-dessus, sur les feignants. Les feignants, ça n'était pas bien évidemment les Français qui étaient visés. Évidemment. Ou c'est qui alors? Bien évidemment. Ouais. Il y a eu un problème dans ces dernières années, et c'est visible, un problème de courage politique pour faire les réformes, de courage politique ou de pas envie de les faire. Mais c'est pas eux qui, c'est pas Nicolas Sarkozy et François Hollande maintenant qui sont en jeu. C'est pas eux les fainéants. C'est pas. On parle du passé, de ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Ouais. Ceux qui manifestent, ce qui n'a pas été fait, on peut se poser la question pourquoi ça n'a pas été fait. Ceux qui manifestent sont des fainéants ? Non. Non. On peut se poser la question de ce qui n'a pas été fait. Soit ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu un manque de courage politique, soit parce que certains n'ont pas eu l'ambition ou la volonté de faire les choses jusqu'au bout. Vous avez démarré votre carrière politique avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes... quel regard vous portez sur ces premiers pas ? Il est en dégringolade dans les sondages, sa cote de popularité. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être un petit peu cassé pendant l'été. D'ailleurs, vous l'avez vu récemment ? Vous le voyez régulièrement ? Je suis en contact avec lui. D'accord. Les sondages... Parce que vous étiez, il faut rappeler quand même à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, vous étiez une prise de guerre à l'origine. Hein. Ouais. Prise de guerre, c'est quelqu'un qui va contre son gré et qui se retrouve prisonnier, grosso modo. Hein. C'est pas exactement ce que je définirais. Prisonnier de la majorité. Quand on vous écoute ce matin, on se dit bon, c'est un nouveau boulot, nouveau rôle. Il faut être un bon soldat, il faut soutenir le chef. Pas d'état d'âme. Attendez, moi j'ai aucune, ça me crée aucun problème de soutenir mon chef, parce que d'abord, je pense qu'on est dans la bonne direction et on est en train de faire les bonnes choses, les choses pour lesquelles on a été élu, et puis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, et je l'ai dit avant qu'Emmanuel Macron soit élu, pour moi, Emmanuel Macron, et je m'y connais un peu en termes de chef, Emmanuel Macron est un chef de guerre. On a un chef, un programme, une stratégie. Moi, je suis assez binaire et assez basique sur ce problème-là. Et je pense que c'est ma formation qui veut ça, mais je pense que je vais le rester un peu. Vous restez avec nous. 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Barrage filtrant et opération escargot sur l'A13 près de Rouen, sur l'A4 en Moselle ou encore sur l'A1 dans le Nord, ça se multiplie. Ce sont les routiers qui ouvrent la semaine sociale qui va être chargée contre la réforme du Code du travail. Il y a la grève de la CGT jeudi avant la journée d'action de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon le lendemain. Cet après-midi, comité central d'entreprise, ça se passe chez Nokia. La direction doit présenter son nouveau plan social, 600 suppressions de postes en plus des 400 déjà de l'an dernier. Les syndicats se mobilisent devant l'un des sites concernés à Nozay en Ile-de-France. Des vagues de 10 mètres, des vents jusqu'à 200 km/h en rafale et puis de fortes pluies aussi. C'est ce qui attend la Guadeloupe dans les prochaines heures. L'archipel est placé en vigilance rouge à partir de midi heure locale. Ce sera 18h heure de Paris. La population est invitée à se mettre à l'abri. Les écoles et les administrations sont fermées. Des évaluations en français et en maths étalées sur 2 semaines pour les 850 000 élèves de CP. Mesure annoncée juste avant la rentrée et qui est déjà appliquée. Objectif, connaître leur niveau à l'entrée en élémentaire. En novembre, ce sera au tour des collégiens de 6e. France Info. Jean-Michel Fauvergue, nouveau député La République En Marche de Seine-et-Marne, est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. La politique, ce sont des débats qui peuvent être parfois loin de ce que sont les champs de compétences des élus. Mais donc la question, je vais vous la poser, Jean-Michel Fauvergue. La procréation médicale assistée semble faire débat au sein du gouvernement. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a dit que cette PMA deviendrait accessible à toutes les femmes en 2018. Elle a un peu reculé d'ailleurs hier, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui était l'invité de RTL et LCI, a dit la PMA, c'est peut-être pas la priorité. On écoute le ministre de l'Intérieur. Ça pose sans doute un certain nombre de problèmes et il faudra mettre des garde-fous. Je reconnais que ce sont des lois très, très sensibles et qui peuvent heurter le moment est les opportun, consciences. Je proposerais que l'on puisse résoudre le problème du chômage
avant de s'attaquer aux problèmes civilisationnels. Le chômage avant la PMA, vous êtes plutôt Marlène Schiappa ou plutôt Gérard Collomb, Je suis plutôt Gérard Collomb. Vous voyez pas d'un bon oeil l'extension de la PMA à toutes les C'est femmes? pas que je vois pas d'un bon œil, c'est que c'est des problèmes très délicats, c'est des problèmes sociétaux importants qui demandent la nécessité d'argumenter et du recul. Alors je suis plutôt Gérard Collomb parce que je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit on doit travailler sur des problèmes actuels et forts que sont le chômage et la sécurité. Ce sont des problèmes que nous réclament, sur lesquels les Français nous attendent. Donc il faut travailler là-dessus. Mais ça, c'est des problèmes qu'on a depuis longtemps et pour longtemps devant nous. Il faut aussi se soucier d'autres problèmes dans la société. Mais est-ce que vous êtes hostile sur le fond à la PMA, à l'extension de la PMA à toutes les femmes? Tous les problèmes, c'est des problèmes qu'on a depuis longtemps et qu'on a toujours, que ce soit la PMA ou tout autre type de problème. Voilà. Non, mais sur votre question, je ne me prononcerai pas, Jean-Michel Apathy. Parce que c'est difficile de dire qu'on est contre sur la PMA. Oui, c'est difficile de dire qu'on est contre. Ni contre ni pour. Je vous ai dit que je ne me prononcerai pas. Donc à partir de ce moment-là, je ne vais pas me prononcer. Ni pour ni contre, bien au contraire, disent les humoristes. On peut penser que c'est votre position? Non. Non, j'ai une position, mais que je vais garder pour moi. D'accord. Bon, donc je ne vais pas insister alors. Non, merci, c'est gentil. L'un de vos collègues de La République En Marche, enfin ex-collègue, Mjib El Guerab, a violemment frappé un dirigeant du Parti Socialiste. Ouais. Il est député, il est aujourd'hui chez les non-inscrits. C'est un malaise, ça, dans l'Assemblée nationale? C'est intolérable. C'est intolérable, mais la justice est saisie. La PJ mène une enquête. On attendra la fin de l'enquête, mais... Qu'est-ce qui est intolérable, le fait de le fréquenter? La violence. Alors, ça va peut-être vous faire sourire de la part d'un chef du RAID, d'un ex-chef du RAID, d'entendre ça. Mais la violence qui n'est pas dans un cadre défini et pour une raison bien particulière, les policiers et gendarmes ont droit à la violence légitime. Et c'est pour protéger les populations, pour se protéger eux et pour protéger les populations. Et ça, c'est un de leurs droits les plus importants. Mais en dehors de ça, il faut savoir se maîtriser, il faut savoir discuter, même bien sûr avec des gens avec qui on est en opposition. C'est intolérable. Mais là, il peut rester député? Tant qu'il n'y a pas de décision de justice, il peut rester député. Statutairement, il peut rester député. Après, on verra sur la décision de justice, mais l'acte en lui-même, on va laisser les enquêteurs faire. Oui, c'est les collègues de la police judiciaire qui sont de très bons collègues. Vous avez eu l'occasion de faire la connaissance de MJ? J'ai croisé. Croisé, sans plus? Non, sans plus. On est nombreux. Hein. Oui, je sais. Et on est très nombreux, donc... Vous l'aviez croisé, pas plus que ça, et donc je voulais vous demander si ce geste-là, venant de sa part, comment vous l'aviez compris ou reçu, mais vous ne le connaissez pas plus que ça. De sa part ou de la part de n'importe qui d'autre, à un certain moment, il faut se maîtriser, surtout quand on est un élu de la nation. Quoi. Oui, on a un devoir d'exemplarité, c'est ce que l'on peut imaginer. Je vais vous ramener à votre passé de chef du RAID. Le journal Le Parisien a raconté la semaine dernière que l'unique survivant des attentats du Bataclan de novembre 2015, Salah Abdeslam, vivait très mal les conditions d'incarcération qui sont les siennes. Il est dans un isolement total, ce qui, semble-t-il, nuit à son équilibre psychologique. Quand vous prenez connaissance d'une information comme ça, concernant Salah Abdeslam, ça provoque quoi chez vous, Jean-Michel Fauvergue? Ces conditions de détention ont été légèrement allégé, même si le terme est un peu... Bon. Mais il est toujours dans un isolement très amusant. Pour éviter qu'il se suicide, pour parler clairement. Je vois que vous savez appuyer sur les points sensibles, M. Apathy, et c'est un point très sensible dans ce domaine-là. Je suis rentré au Bataclan, je n'étais pas le premier, mais j'étais parmi les premiers. C'est une vision qui me hante toujours, pour être clair. Comment vous dire ça? Ce qu'il y a d'important, c'est que ce type-là, je dis type pour pas utiliser d'autres, puisse répondre de ses actes et soit puisse être présenté devant les familles en particulier.
Et il faut le faire en sorte de le garder en bon état. Excusez de mon... Pour que la justice puisse passer. Pour que la justice puisse passer là-dessus. Voilà. Mais nous comprenons évidemment l'émotion que vous évoquez quand vous rapportez les scènes que vous avez vécues, évidemment. Et ça n'était pas pour spécialement les évoquer que je vous posais la question, mais comme vous avez été acteur de cette histoire, et que incarcérer quelqu'un, ça pose beaucoup de questions, évidemment. Donc, merci pour votre réponse. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.